Il est 8h, bienvenue. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Eliagas en direct d'Amiens et Pierre Devilleneux ici en studio à Paris. Et le journal de David Doucan. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour à tous. 3 titres à la une. C'est la question au cœur de la crise des Gilets jaunes. Le pouvoir d'achat zoom dès le début de ce journal sur une initiative prise par la ville de Grande-Synthe. Le maire invente un minimum social garanti. Grand débat, Emmanuel Macron remet cela. Aujourd'hui à Souillac dans le Lot, il fera face à plus de 600 maires d'Occitanie. Et puis nous retournerons bien sûr à Amiens, matinale spéciale avec Nikos Eliagas. Reportage en immersion dans le quotidien des policiers à suivre dans cette édition. Europe 1. Un minimum social garanti à Grande-Synthe dans le Nord. Le maire, Damien Carême, met en place une allocation temporaire en complément des aides existantes pour permettre aux plus démunis d'atteindre au moins 855 € de revenus par mois. C'est le seuil de pauvreté. Notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot, nous explique tout cela. Cette semaine, Christophe est venu se renseigner en mairie sur le minimum social garanti. Vivant seul dans un foyer avec un RSA comme seule ressource et quelques aides, le jeune homme aura bien besoin de ce coup de pouce financier. Je pense que ça va être quelque chose entre 150 et 200 €, je pense. Donc ça serait quelque chose un petit plus quand même pour aller mieux dans la vie, quoi, quand même. Parce qu'avec 500 €, c'est pas évident non plus. C'est pas vivre qu'on fait là, c'est même pas survivre, c'est vraiment qu'on rame. On a du mal. Donc que eux-mêmes proposent ça, ça fait plaisir. On se dit, on n'est pas tout seul. C'est ça qui est bien, quoi. 17% des habitants de Grande-Synthe devraient bénéficier de cette aide, financée par le budget grâce notamment aux économies sur la facture énergétique de la ville et calculée pour permettre aux plus démunis d'atteindre les 855 € par mois, soit le seuil de pauvreté. Mais pour Damien Carême, le maire, il ne s'agit pas d'un revenu proprement dit. C'est pas un revenu parce que c'est vraiment une aide sociale. Je veux pas non plus que la CAF, par exemple, retire le RSA parce que la ville assure un revenu. Donc c'est vraiment une aide complémentaire. En leur assurant ce minimum social, du coup on va leur sortir la tête hors de l'eau et ça va les rendre beaucoup plus disponibles à cette insertion sociale et professionnelle. Donc il n'y a rien d'assistant là-dessus. Et les premiers versements de ce minimum social garanti devraient intervenir à partir du mois de mars. À Grande-Synthe, Lionel Gougelot, Europe 1. Dans l'actualité, David, les maires d'Occitanie auront-ils droit eux aussi à un marathon présidentiel ? C'est en tout cas la promesse de l'Elysée. Emmanuel Macron arrivera devant les quelques 600 élus réunis à Souillac dans le Lot à 15h. Le palais ne donne pas d'horaire de fin. Tant qu'il y aura des questions, il répondra, indique son entourage. Et puis la socialiste Martine Aubry, la maire de Lille, a donné son avis, on ne l'avait pas entendu depuis longtemps, sur le grand débat national. On l'écoute. Sur le débat national, je le dis très simplement, je crois qu'il faut ce débat, à condition bien évidemment qu'il ne soit pas pipé. Or, ce qui peut m'inquiéter, c'est la lettre qui a été envoyée par le président de la République, ne dit pas un mot du pouvoir d'achat, pas un mot. Et qu'elle exclut, bien qu'elle dise, vous pourrez parler de tout, qu'elle exclut par exemple la réforme de l'ISF. Donc je pense que les idées sont quand même pipées. Et j'ajoute que selon un sondage au Doxa Dentsu Consulting, 2 citoyens sur 3, donc 64%, doutent de l'utilité du grand débat national. Votre matinale spéciale en direct d'un commissariat d'Amiens continue et on vous retrouve immédiatement, Nikos Eliagas. Depuis ce matin, 7h, on fait partager le quotidien des policiers ici à Amiens, leurs interventions sur le terrain, leurs patrouilles, leurs doutes, leurs envies. Reportage en immersion avec Guillaume Bier. Écoutez. Derrière la façade en briques de ce commissariat années 70, l'accueil du public ne désemplit pas. Bonjour monsieur, c'est pourquoi ? Vous avez posé une plainte pour un cambriolage. Je vous laisse patienter, on va venir vous chercher. Quelques minutes d'attente et une autre policière prend sa plainte. Je vous en prie, asseyez-vous monsieur. Il y a eu beaucoup de choses de volées monsieur ? Des bijoux, des lunettes, enfin que des objets de valeur. Des bagues, ils en ont pris une vingtaine, mais c'était des bagues à 50 balles ou 20 balles, vous savez. Fantaisie ? Ouais, voilà. Au bout du couloir défraîchi, David, officier de police judiciaire, le nez dans la paperasse toute la journée. Une petite procédure comme un vol étalage, ça représente 4 à 5 heures de travail. La moindre procédure aujourd'hui qui nécessite une garde à vue, c'est souvent une journée d'enquête pour un enquêteur. Juste au-dessus, au premier étage, le centre de commandement. Devant un mur d'écran, les policiers dirigent les patrouilles sur le terrain par radio et répondent aussi aux appels d'urgence, comme celui de cette dame, témoin d'un vol de sac à main. Ah, monsieur, la dame a retrouvé son sac, mais il n'y a plus rien dedans. D'accord. Oui, donc je réitère concernant la description de l'individu. Donc individu type NA, porteur d'un imperméable gris-blanc, pantalon noir. Et 5 minutes plus tard... Oui, c'est suivi. Donc individu interpellé. Le suspect interpellé, il était déjà recherché, expliquez-nous. Il est inscrit au fichier des personnes recherchées. Il avait une peine de prison à effectuer et une peine d'amende à payer. Ramené au commissariat, la victime est soulagée. Je les admire déjà beaucoup avec tout ce qu'ils font, mais
là, je veux dire que je les félicite. Dans la salle de repos, à peine le temps de déjeuner pour ces policiers harnachés avec tout leur équipement, y compris la chef Marjorie Tavernier, stylo dans une main, pizza dans l'autre. Oui, tout à fait. Je suis en train de manger et de préparer les activités des patrouilles de l'après-midi. Donc c'est compliqué. Donc c'est pizza et paperasse ? Exactement. De l'autre côté de la cour, près des cellules nauséabondes, Nicolas, policier de la BAC, récupère au coffre son fusil d'assaut. Le HKG36, donc c'est l'arme antiterroriste en fait. Vous le prenez à chaque fois ? Ah ouais, tout le temps. Les heures s'enchaînent, les patrouilles aussi, toute la nuit. Café, patrouille, c'est parti. Entre deux échanges sur la fatigue et la crainte d'être encore rappelé en renfort à la veille du 10e samedi des Gilets jaunes. Voilà, reportage signé Guillaume Bier pour Europe 1, matinée spéciale en direct d'un commissariat d'Amiens et à Paris en studio pour la suite du journal avec David Doucan, Pierre de Villeneuve. Messieurs, c'est à vous. Merci Nikos, et nous vous parlons du Brexit et de ses conséquences. Oui, conséquences concrètes pour les universités britanniques. Les inscriptions d'étudiants européens sont en baisse et la fin potentielle des financements de l'Union menace l'avenir de la recherche. Reportage de notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba. Faire ses études au sein d'une université britannique prestigieuse, c'était le rêve d'Alexandra au lycée. Cette jeune Roumaine l'a réalisé. Aujourd'hui, elle est doctorante en sociologie à University College London. À 1 an de l'obtention de son diplôme, il n'y a qu'une ombre au tableau, le Brexit. Je me suis lancée dans le doctorat pour poursuivre une carrière dans la recherche. Et maintenant, cela va dépendre de la situation après le Brexit. Beaucoup de postes dans la recherche sont liés au financement européen et aux projets internationaux. Donc, ce sera plus difficile de trouver un travail. Cette incertitude aurait repoussé de nombreux étudiants européens. En 2017 et 2018, ils ont été 9% de moins à s'inscrire en 3e cycle dans les 24 universités du Russell Group, qui comptent notamment Oxford et Cambridge. La tendance inquiète. Si les bons chercheurs européens vont dans d'autres pays ou restent chez eux, on perd des cerveaux brillants. Et ce qu'ils peuvent apporter à nos recherches. Et si la recherche est de moins bonne qualité, cela va affecter notre position dans le classement mondial, notre compétitivité, la qualité de nos universités et notre capacité à recruter des étudiants et des professeurs. Selon l'Association des universités britanniques, les étudiants européens génèrent près de 4 milliards d'euros pour l'économie du pays. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Et concluons avec cette nouvelle révélation embarrassante pour Donald Trump. Le site BuzzFeed affirme que le président a ordonné à son avocat Michael Cohen de mentir sous serment devant le Congrès. Le procureur spécial Mueller, qui est en charge de l'enquête russe, aurait des documents et des témoignages pour le prouver. Si cela était confirmé, alors ce serait un cas d'obstruction de justice, crime fédéral et motif pour lancer une procédure de destitution.